Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Le Sahel, c'est désormais 50% du budget de la coopération de sécurité et de défense de la France dans le monde. Emmanuel Macron l'a annoncé hier lors du sommet du G5 Sahel à Bamako. Le président français a promis un accompagnement opérationnel, matériel et financier à cette force. Les 5 pays du G5 Sahel se sont aussi engagés à apporter chacun plus de 6 milliards de francs CFA qui s'ajouteront aux 32 milliards de francs CFA promis par l'Union européenne. Quels sont les défis que cette force doit relever? Peut-elle répondre aux attentes? Sera-t-elle une force de plus au Sahel? Nos invités, Serge Daniel, journaliste écrivain, Clément Dambélé, politologue, Aminata Draman Traoré, écrivaine au téléphone, et Ibrahim Maïga, chercheur à l'Institut d'études de sécurité. Je suis Mohamedou Touré, à la mise en onde, Salim Diouara. Le grand dialogue. Alors, chers invités, ce soir, nous allons parler de cette force G5 Sahel qui commence à se concrétiser. Hier, le sommet extraordinaire s'est tenu à Bamako qui a réuni les 5 pays du G5 Sahel et le président français, Serge Daniel. Quels sont les défis que cette force doit relever? Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que la force va être composée en principe de 5000 hommes. Ce n'est pas encore clair. L'idée, dans un premier temps, c'était dit à la conférence de presse par le président Macron et confirmé par le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, c'est que les forces vont rester chacune dans son pays, sur son territoire, mais à la frontière. Mais dans un deuxième temps, et ça c'est ça qui va être intéressant, il y aura des hubs sécuritaires, donc vous aurez frontière Mali, Mauritanie, ça probablement pour lutter dans le Ouagadougou qui est une forêt assez dense où on a des terroristes qui se sont installés. Vous avez un deuxième hub qui me paraît plus important, Mali, Niger, Burkina Faso, et de l'autre côté, entre le Niger et le Tchad. Donc, sécurisation des frontières, opération mixte ensuite, et donc voilà les objectifs de cette force comme l'ont déclaré hier les présidents français et maliens. Je crois qu'on va rentrer dans le vif du sujet après en parlant du financement, exactement des objectifs, de ce qui peut être fait, et voilà pour le premier tour de table ce que je souhaitais de dire. Monsieur Ibrahim Maïga, est-ce que vous pensez à d'autres défis que cette force doit relever? Alors il y a, comme ça je le disais à l'instant, le défi du financement, dont on parlera probablement en détail au cours des prochaines minutes. Mais il y a aussi un défi qui me paraît important, qui est le défi aussi, disons, de la cohérence politique. Parce que en dehors des actions militaires qui doivent être menées justement aux frontières pour ne serait-ce que juguler la menace, il y a aussi des actions, et ça a été rappelé aussi par les chefs d'État, donc il y a une lucidité de la part des acteurs politiques sur les défis dans cette zone qui ne sont pas que d'ordre sécuritaire. Donc il y a des défis, des réels défis politiques de développement qu'il faudra régler en parallèle de la solution militaire qui est en train de se mettre en place. Ensuite, il y a aussi le défi de l'intérêt, j'ai envie de dire, parce que les États ne sont pas au même niveau d'intérêt. On a vu avec la sortie du président Déby, même si il y a eu une tentative de minimisation, je dirais, de cette sortie-là par le président Ibeka qui a indiqué ne pas en avoir discuté avec le président Déby. Il y a aussi le Niger, les difficultés auxquelles le Niger est confronté. Et ensuite, l'intérêt d'un pays comme la Mauritanie de s'engager pleinement dans cette lutte. Et je pense que ça a été dit, parce que la première étape de cette force, ça je le disais à l'instant, il y a effectivement des zones, des fuseaux qui ont été identifiés, le fuseau centre, le fuseau est et le fuseau ouest qui ont été identifiés. Mais le fuseau, enfin la zone la plus préoccupante aujourd'hui, au moment où on se passe, c'est la zone du Liptako-Gourma. Donc cet espace à cheval entre le Mali, la Mauritanie, enfin le Mali, le Burkina et le Niger, qui est en train peu à peu, je dirais, d'être le nid justement de ces groupes armés terroristes ou pas. Hein. Voilà. Alors, Monsieur Clément Dambélé, cette force réunit 5 pays du G5 Sahel, mais le commandement sera assuré par le général Didier Dako. Il a été nommé par les 5 pays ou par le Conseil des ministres du Mali? S'il a été nommé, choisi par le Mali, proposé, et les 5 pays ont quand même validé, ça, il faut le dire, il n'a pas été imposé. Mais j'aimerais bien revenir sur quelque chose que M. Serge Daniel évoque et l'autre invité, ce sont des éléments qui sont très importants. Si vous me permettez, la partie défi,
en plus de ce qu'ils ont évoqué, l'un des défis, ce sera aussi l'opérationnalisation plutôt de ces forces d'intervention et de sécurité. Lesquelles? Par les 5 000 hommes, parce que chaque pays va garder quand même ses hommes dans son pays, aux frontières. Mais qui sont ces hommes, comment ils sont formés pour faire face à ces grands défis, comment ils vont intervenir et à quel moment ils vont intervenir, parce que ce n'est pas seulement l'aspect financier, mais aussi l'aspect stratégie militaire qui va tout de suite se poser. Qui sont ces hommes, comment ils ont été formés et à quel moment ils vont intervenir et comment on va les disposer. Et je pense que même si on connaît aujourd'hui les faisceaux, on connaît les endroits, mais un calendrier d'intervention, la stratégie d'intervention, je pense que ce sera l'un des grands défis auxquels on sera très rapidement confronté et peut-être qu'on pourra se relever très rapidement par l'inquiétude qu'il évoque, qui sera et cette cohésion entre les différents pays qui doivent aujourd'hui se baser, à mon avis, on rentrera dans le détail, sur les renseignements. Il faut aujourd'hui qu'il y ait un véritable renseignement, d'échange entre ces différents États à l'intérieur même de la structure. Aminata Dramane Traoré, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, que pensez-vous déjà de cette force du G5 Sahel? Bon, je crois que c'est l'expression, l'une des expressions les plus parlantes de l'échec de la solution militaire. Comme vous le savez, dès le départ, moi je me suis dit qu'il devrait y avoir une solution autre que l'occupation militaire du nord du Mali. Je trouve... L'occupation par qui? Il y a des gens qui se sont trouvés, des combattants armés qui se sont trouvés dans le septentrion, qui n'auraient pas dû être là, n'eût été l'invasion de la Libye. Donc chaque fois qu'on saute cette étape-là, on en fait notre guerre. Et aujourd'hui, je crois que le destin de la sous-région est confisqué pour 10 ou 20 ans, au nom d'une guerre qui n'est pas la nôtre. C'est la France. Et ce déploiement de troupes s'inscrit dans le cadre de grandes manœuvres au-delà de notre pays, de repositionnement des puissances pour le contrôle des ressources de la planète. S'il n'y avait pas les BRICS, s'il n'y avait pas la France, avait besoin d'être là. Et comme par le passé, elle prend appui sur nos institutions, les États et les armées. Donc, je remets en question le principe d'une guerre et de surcroît nous faire payer, alors qu'on a besoin de tout. Tout est à faire dans cette région. Sans oublier qu'en plus de la guerre contre la terreur lancée par Bush, on est confronté à la question migratoire, parce que cette militarisation répond aussi au besoin de lutter contre ce qu'ils appellent la porosité des frontières. Il n'y a pas que les terroristes. L'immigré clandestin est devenu l'ennemi de ce pays qui pense aussi d'une pierre, ils vont faire plusieurs coups, parce que vous avez Barkhane ici, mais il y a aussi une opération qui s'appelle Sophia Méditerranée. Donc il faut vraiment que on se ressaisisse. On a le droit de défendre notre pays, il faut qu'on se batte. On est confronté à une réalité terrible, inédite, mais je doute de la légalité de cette intervention. Alors, donc vous voulez dire que la France a un objectif caché qui est de contrôler les ressources du Sahel? Il n'y a que les naïfs pour croire le contraire. La France, Macron vient d'arriver et l'Allemagne le lui a dit, il sait très bien ils ont cette question du déficit public et ils sont confrontés à une crise systémique sans précédent. Ils n'ont pas les moyens de la guerre. Et Trump a montré, s'agissant de l'OTAN, qu'ils ne vont pas financer. La France avait besoin de l'Allemagne et les autres ne veulent pas s'embourber avec elle. Donc, elle prend appui sur nos États, en nous racontant une autre histoire, mais moi je ne crois pas un seul mot de cette volonté de nous sauver. Si on devait nous sauver, on sauverait également nos enfants en Méditerranée. Alors, M. Maïga, que pensez-vous de cette déclaration de Aminata Dramane Traoré qui pense que la France a un objectif caché qui est de contrôler les ressources du Sahel? Alors, cette lecture géopolitique que Mme Traoré vient de faire
sa pertinence, c'est celle qu'il a fait. Mais je pense qu'au-delà de cette lecture géopolitique qu'on peut avoir de la situation, il y a aussi des réalités, des dynamiques nationales, quoi, j'ai envie de dire, et des problématiques nationales qu'il faut aussi, auxquelles il faut essayer de répondre. On ne peut pas, je pense, que c'est contre-productif de lire la situation dans le Sahel, la situation dans nos pays uniquement sous ce prisme-là, et qu'il faut aller au-delà de ce prisme, et évaluer aussi la responsabilité, j'ai envie de dire, de nos États, l'échec de nos États dans l'intégration aussi de ces espaces frontaliers là, dans les politiques nationales. Serge, vous savez que les Américains n'étaient pas pour la force. Il y a eu des problèmes au Conseil de sécurité des Nations Unies. Tout à fait. Il n'y a pas eu de mandat jusqu'à présent. Tout à fait. Il n'y a pas eu de mandat, il n'y a pas eu de financement de la force jusqu'à présent. La réunion de Bamako, à mon avis, était importante. Pourquoi ? Parce que contrairement à ce qui a été dit, la force n'est pas destinée au Mali. La force est destinée à tout le Sahel, tous les pays du Sahel. Il faut 423 millions d'euros, monsieur, pour mettre la force en ce qui fait plus de 270 milliards de francs CFA. L'Union européenne a débloqué 50 millions, le compte n'y est pas. Le président Ibeka a annoncé que chaque pays membre du G5 a décidé d'apporter 10 millions d'euros. La France a dit « je vais faire quelque chose », mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'attend pas d'avoir le tour de table nécessaire avant de commencer. Il y a une situation, là, cette force ne va pas lutter contre le terrorisme seulement. Vous avez, ça je l'ai dit dès le départ, on s'est trompé sur les acteurs de la crise dans le nord du Mali au départ, parce que vous vous souvenez, au départ on nous disait, voilà, c'était un mouvement national de libération de l'Azawad qui était en train de lutter pour une indépendance contre le gouvernement. Nous parlerons de cela, mais voilà. Est-ce que comme Mme Traoré le pense... Je n'ai pas le sentiment que c'est seulement une question de géostratégie. Il y a besoin d'avoir une force, aujourd'hui à mon avis dans le Sahel, pour lutter non seulement contre le terrorisme, mais pour lutter contre le trafic de drogue, ça me semble capital, pour lutter contre la traite humaine, pour lutter contre le trafic de drogue. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, un camion de cocaïne rapporte l'équivalent de 20 camions de cannabis. Mais quand vous dites que ce n'est pas seulement, est-ce que vous voulez dire que vous partagez en partie la vie? Je ne partage pas, mes mots sont clairs, cher ami. Je ne pense pas que cette force a été mise en place pour exploiter des ressources minières du Sahel au profit d'un pays, ce n'est pas mon point de vue. Clément Dambélé, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne pense pas que M. Cheikh Daniel a bien compris Mme Aminata Traoré. Elle n'est pas en train de dire que la force, elle est là pour exploiter les ressources minières. Elle parle en termes de géostratégie et je pense que dans cette dimension, les choses sont claires. Il faut savoir, et ça je suis d'accord avec lui, quand il dit que les Américains étaient timides et sont toujours très timides pour une intervention militaire. Et cela s'explique par le simple fait que aujourd'hui, les Américains sont confrontés à d'autres fronts. Ils sont déjà dans le Proche-Orient. Mais en plus de cela, si on fait une analyse en termes de géostratégie, c'est que les Américains n'ont pas grand-chose à tirer de cette affaire du Grand Sahara. Il vaut mieux que ce soit la France et le Grand Sahara peut constituer une réserve pour la France. Ça, il faut le dire. Maintenant, est-ce que cette force, elle est là pour l'exploiter directement? Non, je ne pense pas. Mais cette force permet... Cette force permet, en termes de géostratégie, d'avoir la main, d'avoir une vue, d'avoir un positionnement stratégique sur le Grand Sahara, ça il faut le dire. Maintenant, que cette force pourrait sécuriser le Grand Sahara, je ne conteste pas, mais dire que cette force n'a pas un objectif politique, ça... Il faut être très naïf pour ne pas le croire. Mais personne ne le dit. Il faut repréciser, il faut peut-être repréciser les choses. Si je peux reprendre la parole pour repréciser les choses, je trouve nécessaire... Attendez qu'il finisse. Je vous laisse la parole. Vous aurez la parole, monsieur. Aujourd'hui, quand on prend le Grand Sahara, il y a quand même des intérêts stratégiques, des intérêts économiques à exploiter. Maintenant, je ne serais pas d'accord quand on dit que cette force est là uniquement pour cela, mais nous savons très très bien que une exploitation, une exploration financière, économique, viendra s'appuyer toujours par un positionnement stratégique militaire. Ça, on ne peut pas le contester, et ça, on l'a déjà vu depuis avant les croisades. Aujourd'hui, on ne va pas le contester, c'est une vieille école de pensée politique qui existe. Maintenant, les Américains n'interviennent pas, parce que tout simplement, je le disais tout à l'heure, ils n'ont pas grand-chose à tirer dans cette affaire du Grand Sahara. Ce n'est pas une vieille colonie américaine, il n'y a pas trop de relations avec les États-Unis.
La sécurisation du Grand Sahara n'a pas trop d'impact. Est-ce que vous voulez dire que tous les pays de l'étranger interviennent pour un intérêt, par exemple, quand vous dites que les États-Unis n'ont pas quelque chose à... Est-ce que vous croyez, entre nous, sincèrement, que ces missions sont des missions... C'est pas moi qui que ce sont des missions humanistes et humanitaires? Non, nous sommes plus au siècle des Lumières. Je pense que Montesquieu est mort il y a très longtemps, mais aujourd'hui, on ne peut pas contester la défense des intérêts. J'aurais fait la même chose. Si je dois le faire pour le Mali, je le ferai. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Je ne joue pas sur le plan moral, mais stratégiquement, oui, il y a des intérêts à défendre, et que ce soit en termes de géostratégie, que ce soit en termes militaires, que ce soit en termes de positionnement politique qui permet de défendre. On en viendra. Pourquoi l'Algérie ne fait pas partie de G6? On parlera de non, tout simplement, c'était 1 minute, simplement, pour préciser ma pensée. Je ne dis pas que Mme Traoré, peut-être que ma langue a fourché, mais c'est vous qui m'avez poussé un peu dans mes derniers retranchements. Je trouve tout simplement qu'il est utile, indispensable aujourd'hui que les 5 pays du G5, les pays du G5 puissent avoir des forces communes pour lutter non seulement... Je pense que tout le monde est d'accord sur cette nécessité, mais par rapport à l'objectif caché. Dans toutes les guerres, il y a toujours un objectif caché. Vous vous souvenez de la guerre du Golfe, ce qui s'est passé lorsque les puissances internationales sont intervenues? Si les puissances internationales sont intervenues au Golfe, vous avez vu, après ils ont présenté la facture. Donc il y a toujours des objectifs cachés. Mais parlons d'abord des objectifs déclarés avant de parler des objectifs cachés. Il y a un leadership. Est-ce que les États africains, les États du pays du G5 Sahel sont conscients de cela? Ils doivent être conscients de cela. S'ils pouvaient à eux seuls assurer leur sécurité, la France ne serait pas là. Alors, Monsieur Maïga, la force pourra-t-elle être opérationnelle au mois d'août, pleinement opérationnelle à l'automne, avec les premiers résultats au mois d'octobre, comme le souhaite Emmanuel Macron, vu que vous dites que les forces doivent être au niveau des frontières? Alors, c'est des objectifs politiques qui sont affichés, c'est une déclaration du président Macron, effectivement, qui souhaite, contrairement à ce que vous dites, pas la pleine opérationnalisation de la force conjointe, ce qui n'est pas possible dans des délais aussi courts, mais qu'il y ait des résultats tangibles sur le terrain, ce qui est déjà un défi en soi. Je pense qu'il y a tous les défis qu'on a rappelés, notamment la question du financement et la question aussi de la volonté politique derrière tout ça, parce que moi je ne suis pas sorti satisfait, j'ai envie de dire, sur le plan politique de la conférence de presse qui a suivi le sommet, et aussi des commentaires ou des interviews qu'ont accordé, que ce soit des ministres des Affaires étrangères des pays du G5 Sahel ou même des présidents, des chefs d'État du G5 Sahel. Donc je reste un peu dubitatif sur le calendrier qui a été fixé par le président Macron. Et j'attends de voir. Il y a prochainement une réunion justement entre l'Allemagne et la France pour discuter, voilà, le 13 juillet, pour discuter des modalités aussi d'appui à cette force. Même si le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a fixé comme objectif un apport de la part des États, 10 millions d'euros, donc ce qui correspond à 6 milliards. Moi, j'attends encore de voir la mise en place la mise à disposition de ces fonds pour que cette force commence réellement. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, il est prévu que ça commence d'abord dans le cadre du fuseau central, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger. On verra si, au cours des prochaines semaines, les engagements qui ont été pris à l'issue de ce sommet seront sur le point d'être mis en œuvre, d'être réalisés. Madame Aminata Dramane Traoré, est-ce que vous aussi vous pensez que la force pourra être... C'est déséquilibré, hein, parce que vous auriez dû me donner la parole. Vous avez la parole, monsieur. Parce qu'on n'est pas là, madame. Excusez. Il y a des raisons pour lesquelles elle n'est pas avec nous dans le studio. Allez-y. Maïga parle de nos responsabilités, de l'état des lieux, et qu'il ne faut pas seulement prendre en compte. Moi, je me dis que, historiquement parlant, ce phénomène du djihadisme s'inscrit quand même dans un environnement économique et social fortement dégradé à la faveur de 5 décennies de politique d'ouverture totalement équilibrée en défaveur de nos pays. Et personne ne peut se pencher sur le terrorisme. Bon, je travaille là-dessus, mais moi je ne fais que ça. Cette question et l'immigration. C'est nous qui sommes frileux ici intellectuellement
on n'ose pas appeler un chat un chat. Tout le monde sait que ces drames, ces tragédies, je ne peux m'empêcher de mettre ça en parallèle avec la question migratoire parce que pour moi, c'est le même terreau, le même chômage et la même pauvreté endémique qui pousse les gens à prendre des bateaux au risque de leur vie ou à saisir la perche que les djihadistes leur tendent. Donc la question fondamentale est quel modèle économique et quel partenariat faut-il envisager pour sortir de cette impasse? Sinon on est parti pour longtemps. Or j'ai l'impression pour l'instant qu'on traite les conséquences. Quand on dit on monte à la racine, M. Maïga, je refuse d'imputer à l'Afrique la responsabilité de l'échec de modèles qui montrent leurs limites aujourd'hui dans leur propre pays. La question du chômage, si Hollande a dérapé, c'est précisément parce qu'il n'a pas pu inverser la courbe du chômage et la pauvreté. Tout ce que nous, on a écopé ici, on constate les mêmes phénomènes là-bas. Donc tout ça, c'est devenu des situations globales. Et si on soustrait le Mali et le Sahel de cette dynamique mondiale, je crois qu'effectivement, on va dire on est venu nous aider, et patati. Moi, je n'en crois pas un traître mot. D'autant plus que la thèse de l'aide est exploitée aujourd'hui par le Front National. Et dans la gestion de la crise migratoire, ils sont en train de dire, puisqu'on a sauvé le Mali a le devoir aujourd'hui de signer l'accord de réadmission. Ça, je le sais, puisqu'on en a parlé. Donc la contrepartie, on attend de nous aujourd'hui des contreparties à la fois sous forme de contrats à accorder à ces pays. Leurs multinationales vont venir au plan militaire. Et maintenant, voilà, on va faire la guerre à leur place. Parce que c'est eux qui ont besoin de cette guerre-là. Sinon, moi, j'aurais demandé qu'on donne 5 000 ou 10 000 places à tous ces jeunes diplômés sans emploi, qu'ils partent là-bas dans un autre cadre qui n'est pas de l'élimination d'un djihadiste, surtout qu'ils ne seront pas... Vous pensez que la création, la mise en place de cette force n'est pas nécessaire? C'est-à-dire qu'on n'a pas réfléchi. Vous savez, ça a été décidé. Moi, je dis que tout ça, ça se passe par-dessus la tête des peuples. À quel moment on a eu le temps, avec nos dirigeants, de réfléchir à des alternatives? Tous ces paquets sont ficelés, nous arrivent comme ça, avec assorti d'argent ou même pas d'argent du tout, mais comme on a l'espoir qu'il va en avoir. Et moi, je dis qu'ils sont partis à la Valette, ils ont promis 1,8 milliard, on a vu seulement 200 millions. Tous ces fonds sont mobilisés pour être réutilisés par les mêmes pays qui sont dans des difficultés économiques extrêmes, et ce sont leurs experts, ils prennent la part du lion dans tous ces fonds. Alors, Madame Traoré, si la France, par exemple, a un objectif caché, est-ce que les Africains, les États du G5 Sahel, eux-mêmes peuvent prendre en charge cette force? Peut-être qu'on aurait pu. Moi, je me suis dit que si on avait envisagé autre chose que la militarisation de la planète, parce que c'est comme ça qu'il faut poser les problèmes, au profit des lobbies de l'armement, parce que dans tout ça, il va falloir acheter. Et ce qu'on va acheter, c'est de l'armement. Ce qu'ils vont nous donner, c'est de l'armement. Et c'est ça, le seul succès de Hollande, ça a été de faire passer les chiffres d'affaires de vente d'armes de 5 milliards à 22 milliards. Donc, il y a on va donner la parole à Clément Dambélé. Que pensez-vous de cet avis? Vous pouvez réagir tout de suite. Que pensez-vous de cet avis de Mme Traoré? Justement, je pense qu'aujourd'hui, le vrai problème du terrorisme... Elle pense déjà qu'il n'est pas nécessaire de créer cette force. Je ne dirais pas qu'il n'est pas vraiment nécessaire, parce que si chaque pays aujourd'hui peut avoir des hommes qui peuvent sécuriser ses frontières, c'est quand même nécessaire. Cela dit, comment on va disposer ces militaires? Comment on va les former? Et comment ils vont intervenir et quelles sont les limites de leurs possibilités, c'est la vraie question qu'il faut poser pour pouvoir se pencher là-dessus. Cela dit, il y a quand même des choses qui sont plus essentielles que de penser qu'on va régler le problème du terrorisme par le volet militaire. Et j'ai toujours dit que ce n'est pas un problème militaire, que ce n'est pas une solution militaire qui va apporter une dernière solution à ce problème du terrorisme. On reviendra là-dessus. Et aujourd'hui, il faut une autonomisation financière, il faut une vraie autonomisation, une vraie indépendance des États africains. Et là, on discutera et ça se passera par un certain nombre d'éléments, notamment la lutte contre le chômage, contre l'immigration, contre l'insécurité, et la lutte, et une certaine autonomisation interne et la bonne gouvernance, la démocratie. Il y a tellement de choses à faire en Afrique pour faire face à ce problème de terrorisme qui n'est pas du tout militaire.
j'ai l'impression souvent qu'on passe à côté, on perd du temps à penser qu'il faut déployer. Vous pouvez déployer tous les militaires que vous voulez, on ne va jamais régler le problème. Parce qu'aujourd'hui, quand on va sécuriser les frontières, moi j'ai l'impression qu'on pense que ces terroristes sont derrière les murs, les frontières qu'ils vont franchir. Non, ils sont déjà à l'intérieur d'une partie, ils sont une partie à l'extérieur, mais à l'intérieur déjà, il y a une tension interne, il y a des problèmes sociaux, économiques et culturels qu'il faut régler. Et à partir de là, je pense qu'on aura commencé à déraciner ce phénomène de terrorisme. Monsieur Ibrahim Maïga, vous voulez réagir? Oui, non, je voulais juste réagir à ce que Mme Traoré disait tout à l'heure. Alors je pense que je me suis mal fait comprendre parce que je n'exclus pas cette lecture géopolitique qu'elle a fait en tout début d'émission. Je dis juste qu'il me semble que cette lecture est insuffisante pour expliquer la situation dans laquelle les pays du Sahel notamment se trouvent aujourd'hui. Je pense que j'ai parlé tout à l'heure de responsabilité. Je parle de ça tout simplement parce que quand vous partez dans les espaces frontaliers, quand vous sortez de Bamako, même à l'intérieur de Bamako, vous voyez des problèmes qui n'ont rien à voir avec les partenaires ou les États occidentaux ou même le système international en tant que tel. On peut faire une émission tout entière sur les déséquilibres mondiaux, sur il y en a tellement. Alors, voilà, que pensez-vous de cette force du G5 Sahel sans l'Algérie? Alors, ça m'amène justement à remonter peut-être on parle de la force du G5 Sahel, mais la force du G5 Sahel est l'émanation du G5 Sahel lui-même qui a décidé d'être un club restreint. On peut critiquer cela ou s'en féliciter. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui trouvent que faire le G5 Sahel sans le Sénégal ou sans l'Algérie n'a pas de sens, n'est pas pertinent. Mais vous vous rendez compte qu'il y a même des gens qui auraient préféré que cette force conjointe soit mise en œuvre dans le cadre de la CEDEAO. Il y a des voix qui se sont fait entendre pour cela. Mais le fait d'avoir un club, on va dire un club d'État restreint, c'est aussi d'avoir on va dire un intérêt politique au plus haut niveau. C'est-à-dire que plus vous avez des États, moins l'intérêt politique est là, parce que le Sénégal ne peut pas avoir le même intérêt, ou en tout cas le même niveau d'intérêt que le Mali aujourd'hui pour la question du terrorisme, je veux dire dans le nord du Mali ou à la frontière avec le Burkina. C'est illusoire de penser que le Togo ou le Bénin vont s'investir de la même manière que le Niger ou le Tchad qui sont confrontés à cette situation. Donc je pense que c'est une mesure pragmatique, de bon sens, on va dire. Maintenant, on l'a rappelé, M. Dambélé le disait tout à l'heure, la solution militaire, et je pense que ça a été redit à mille reprises, à mille lieux, que la solution militaire à elle seule ne suffit pas. Les chefs d'État l'ont réitéré hier dans les différents discours. Maintenant, ce qu'on peut craindre, c'est que ça ne soit que des discours et des postures politiques. Est-ce que la réalité... Macron a dit « je ne veux pas me cacher derrière des mots, je veux des actes ». Est-ce que cela rassure? Alors, la question, pour moi, cela se vérifiera au cours des prochains mois. Que pensez-vous de cette force sans l'Algérie? La force sans l'Algérie, ça prouve vraiment l'échec de ce qu'on avait appelé à l'époque le CEMOC. Le CEMOC, c'était un petit machin, j'avais appelé ça à l'époque, qui était composé de l'Algérie, du Mali, de la Mauritanie et du Niger, je crois, du Niger. Et les pays du champ, voilà, l'expression à la mode à l'époque, c'était les pays du champ. Et l'idée, c'était de dire, nous allons lutter contre le terrorisme. Mais le problème des Algériens, c'est qu'ils ne veulent pas sortir de leur territoire, de leur pays. Et ils disent, ah non, on ne peut pas faire une force commune, ah non, on ne peut pas aider. Donc, le G5, à mon avis, c'est le résultat de l'échec de l'Algérie. Mais je voulais revenir, si vous me permettez, tout à l'heure, sur ce que disait l'ami Draman Traoré. Elle a raison, c'est évident. Si vous mettez 1 million de soldats dans le Sahel, le problème ne sera pas réglé. Mais ce n'est pas d'abord un problème pour moi. Le deuxième côté, le deuxième guidon, le deuxième volant, ce n'est pas seulement comment s'appelle, le développement. C'est d'abord la gouvernance. Nos pays sont absolument mal gérés. Et ce que j'ai regretté dans le discours de M. Macron, qui est un homme qui parle directement, je pense que ça dépend de la génération qui est la sienne, il n'a pas insisté sur la gouvernance dans nos pays. Et ça, c'est ce que je regrette le plus. Il n'a pas insisté sur la bonne gestion des affaires de l'État, sur la lutte contre la corruption, parce qu'on peut dégager énormément. Mais il a demandé qu'on arrête de faire semblant. Oui, mais il faut dire les choses brutalement. Je n'ai pas entendu le terme de mauvaise gouvernance hier, parce que j'ai passé la journée à Koulouba, tout s'est passé là-bas. Maintenant, en ce qui concerne le développement, il faut faire attention. C'est-à-dire que si vous faites un développement, le développement dont je rêve à côté du sécuritaire, c'est le développement transversal. C'est-à-dire c'est un développement qui prend en compte le
fait que, par exemple, il y a des problèmes de transhumance dans nos pays, il y a des problèmes de points d'eau, il y a des problèmes de nomadisme. Un enfant nomade ne va pas à l'école comme un enfant sédentaire. C'est pour ça que je parle de développement transversal. C'est que les problèmes que vous avez ici au Mali, vous les avez au Burkina, vous les avez au Niger. Il serait intéressant, il serait utile, à mon avis, si on veut faire fonctionner le volet sécuritaire, le volet développement, de tenir compte de ce développement transversal. Et je terminerai en disant à Mme Dramane Traoré, qui est une amie, qu'ici, au studio, il y a un compteur, et c'est elle qui a le plus parlé, donc elle n'est pas marginalisée. Juste pour répondre sur ce que Serge a dit, et pour ne pas perdre le fil, bon, contrairement à ce que Serge disait à l'instant, je pense qu'il n'a pas été totalement mou le président Macron dans son discours. Il y a même certains qui ont trouvé qu'il a été quelque part paternaliste de s'exprimer de la sorte. Mais je ne suis pas. Il parlait des accords de paix, pas de gouvernance. Il parlait de l'accord de paix. Il a demandé la pleine mise en œuvre de l'accord de paix. Pas de la gouvernance. Non. Boubacar Keïta a répondu en disant que le processus avance bien. Au-delà de la mise en œuvre de l'accord de paix, je pense qu'il a employé quand même une expression. Enfin, je ne me rappelle plus de la teneur de la phrase, mais il disait que nous n'allons plus faire comme avant, fermer les yeux ou voilà. Donc il a fait semblant. Et je ne suis pas sûr que le fait de venir parler de la gouvernance en public résolve la solution. Il faudrait peut-être en parler en public. Je ne veux pas des mots. Ça, c'est de la communication. Enfin, on peut faire de la communication sans traiter le problème de fond. Et le problème de fond, ce n'est pas à Macron j'ai envie de dire, de donner la leçon aux Maliens. Et d'ailleurs, vous disiez tout à l'heure qu'il a été mou. Moi, je trouve qu'il a été un peu même, qu'il est allé un peu au-delà de ce qu'il devait faire en parlant de la révision constitutionnelle. On va poursuivre avec Clément Dembélé. Est-ce que cette force sans l'Algérie, si la force G5 Sahel peut traquer les djihadistes dans les autres pays membres de cette force, est-ce que les djihadistes ne peuvent pas se retrouver en Algérie? Au cas où c'est le cas, comment la force va gérer cela? L'Algérie a toujours été un réservoir de terrorisme, mais ce que M. Cheridan le dit, c'est très important. Depuis 1962, dans la constitution algérienne, l'armée algérienne ne fait plus de guerre en dehors de son territoire. Donc l'Algérie se cache derrière cette règle qui fait que l'Algérie ne peut pas aller faire la guerre en dehors. Mais cela dit, il faut qu'aujourd'hui qu'on dise cette vérité à l'Algérie. Il faut qu'elle cesse de souffler le chaud et le froid. Ça, c'est une question de volonté politique. Je pense qu'à un moment, la France avait mis la pression sur l'Algérie juste avant son intervention. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand l'Algérie n'intervient pas? Parce qu'il y a aussi, il ne faut pas oublier, cette relation entre l'Algérie et le Maroc. Et l'Algérie veut se positionner dans le Sahara comme étant le rempart, mais en même temps sur lequel il faut compter sur l'Algérie de façon particulière. C'est-à-dire qu'il y a le Sahraoui qui est là par rapport au Maroc, et l'Algérie défend la cause des Sahraouis. Et que l'Algérie, de temps en temps, montre que voilà, elle peut faire cavalier seule et qu'il faut compter avec elle. Et de l'autre côté, l'Algérie montre qu'elle a la volonté d'aider le Mali dans sa vieille amitié avec le Mali. Mais de l'autre côté, l'Algérie ne veut pas s'inscrire dans une communauté internationale dont son nom, sa gloire va se noyer dans cette gloire internationaliste. L'Algérie veut faire cavalier seul et l'Algérie veut qu'on tienne compte de ces réalités politiques. On va donner la chance à Mme Traoré de réagir sur cette déclaration de Ibrahim Ikassa Maïga qui pense que les modalités de coordination de la force conjointe seront beaucoup plus difficiles. Il y a un foisonnement de forces antiterroristes actuellement sur le Mali et la zone sahélienne. Je désigne la MINUSMA par là, la force Barkhane, l'armée malienne même en tant que telle, ainsi que aussi les forces qui ne sont pas nécessairement régulières, mais qui sont dans cette même logique, dit-on. Ça va être une force de plus. Maintenant, les modalités de coordination vont être beaucoup plus difficiles parce qu'une force inter-État dont la base se trouverait à Sévaré dans le centre du Mali et qui compte justement coordonner des actions sur le territoire malien, ça va être très très difficile. Alors comment se répartir les tâches, c'est ce qui va être beaucoup plus difficile pour moi. Véritablement, je pense qu'il reste beaucoup à faire, dans ce qui est en train de se projeter comme ça. Alors Madame Traoré, pourtant Macron a précisé que le G5 Sahel ne se substituera ni à la MINUSMA ni à Barkhane, mais est-ce qu'elle sera une force de plus? C'est dommage qu'elle ne se substitue pas à Barkhane, qui doit partir, la MINUSMA aussi. Moi je crois qu'elles n'ont rien à faire ici. Parce que si elles avaient joué leur rôle, on n'aurait pas eu besoin du G5.
Donc, moi, je parle de cette force africaine, parce que ce qui nous a été promis au début de l'opération Serval, c'était en principe une question de semaines, de quelques personnes. Ne pouvaient s'imaginer que 4 années plus tard, on allait en être à ce point, quoi. C'est un échec lamentable qu'il faut. C'est ce constat que ni nos dirigeants, ni la France, ni la communauté internationale ne veut établir ce constat. C'est ça la réalité. C'est que moi, je ne connais pas un seul cas de réussite depuis que cette guerre, depuis les attentats du World Trade Center. Je ne connais pas un seul cas de victoire de militaire sur le terrorisme. Nulle part, ni en Irak, nulle part, ça se répand dans les pays développés. Ils ont tous les moyens pour arrêter cette affaire-là. Alors moi, je dis que cette histoire, d'abord peut-être qu'il faut en faire une histoire d'hommes, quoi. C'est les hommes et la guerre. On demande, après on va planifier sur le sort des femmes et des enfants, mais en réalité, là, on a mis la charrue avant les bœufs. L'intégration sous-régionale, cette coopération qu'on veut impulser entre nous, devrait d'abord être éminemment économique. Une intégration sous-régionale économique fondée sur les questions qui sont en ce moment débattues à l'Union africaine, c'est ça qui est prioritaire. Nous nous en sortirons par nous-mêmes en évitant que les enfants s'embarquent dans des aventures de cette nature, mais cela nécessite qu'on travaille le développement à la base, des réponses concrètes et rapides aux questions de vie ou de mort des populations. Merci. Sinon, tout le reste, comment ils vont se coordonner, comment ils vont faire, tout ce qu'ils vont faire, moi je ne suis pas persuadée que sans argent, parce que là aussi c'est ça, contrairement... On va parler tout de suite de la question du financement. Serge, vous voulez réagir d'abord? Non, pas du tout. Il faut me poser la question directement pour que je ne passe pas à côté. C'est par rapport à la déclaration, la coordination de ces différentes forces qui sont sur le terrain et le fait que M. Ndiaye également pense que ce sera une force de plus. En termes de coordination, sur le papier, ce qui va se passer, je trouve que c'est plutôt une synergie qu'il y aura. Vous aurez les Barkhane, là, c'est plutôt la troupe d'élite qui, sur la base d'informations de renseignements, va attaquer des terroristes à Gao ou va défendre des intérêts français à Tombouctou ou à Kidal. Bon, la MINUSMA, c'est une force de stabilisation. Mais le G5, ce que j'ai compris, c'est qu'on va quand même contrôler dans une première partie nos frontières. C'est-à-dire les troupes maliennes seront aux frontières, les troupes nigériennes seront à leurs frontières, et ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura un hub. Moi, je trouve que cette force devrait pouvoir fonctionner si, bien sûr, chacun joue son rôle. Mais on ne peut pas laisser notre sécurité aux étrangers. C'est-à-dire, je suis désolé de parler comme ça. Mais Mme Traoré pense déjà qu'après des années, Barkhane et MINUSMA, le bilan est négatif. Moi, j'ai mon point de vue. Je pense que l'opération Serval était indispensable à un moment. Ce qu'on n'a pas eu, c'est tout juste après l'opération Serval, on n'a pas eu l'opération qu'il fallait pour stabiliser le nord du Mali. Je pense que, tout à l'heure, je voulais en parler, vous m'avez dit non, il fallait attendre un peu. On s'est trompé sur les acteurs de la crise, on n'était pas 5 journalistes à le dire à l'époque, parce que lorsque la MINUSMA venait, souvenez-vous, c'était une affaire pour la Vox Populi à l'étranger, c'était une affaire entre le MNLA et le gouvernement local. Et moi, je faisais partie de ceux qui disaient, le MNLA, ce n'est pas le Mouvement National de Libération qui attaquait le Mali, ce sont les djihadistes et d'autres groupes qui attaquaient le Mali. Les djihadistes avaient une politique de conquête du terrain, alors que les autres avaient une politique de communication. Donc on n'a pas su, après Serval, adapter, avoir les troupes qu'il fallait pour sécuriser le nord du Mali, parce qu'il n'y a pas eu de combat entre les djihadistes de l'époque et l'opération Serval. Monsieur Maïga, est-ce qu'on va parler, il nous reste juste 5 minutes de la question de financement, est-ce que cela va poser problème par rapport à l'opérationnalisation de cette force? Je trouve quand même qu'il y a une injustice, il faut me permettre de rebondir très rapidement. Si vous pouvez le faire en 30 secondes et réagir par rapport à la question de financement. Oui, en 30 secondes, j'aimerais juste ajouter, oui, il y a effectivement le G5 qui est composé de ces 5 pays-là. Mais il est prévu dans le cadre justement du CONOPS, que j'imagine que vous avez tous lu, que la coordination, en termes de coordination, qu'il y aura aussi le processus de knock-shot qui comprend l'Algérie. Donc le G5 ne va pas évoluer en vase clos. Il y aura probablement... Mais vu que l'Algérie dit qu'elle ne veut pas combattre les djihadistes hors de son pays. Alors sur ce point-là, j'aimerais quand même... Il y a des précédents. L'Algérie n'a pas toujours maintenu cette position. L'Algérie a déployé des troupes en Égypte lors de la guerre israélo-arabe. C'était en quelle année ça? C'était dans les années 70. Est-ce qu'on va revenir à cela?
parlons de la question du financement. Serge, s'il vous plaît, parlons de la question du financement. Contrairement à ce qu'on pense, il y a aussi une question de volonté politique dans tout cela. Tout à fait. Alors la question du financement, en 4 minutes, il nous reste ça. Alors la question du financement, donc votre question c'est de savoir... Est-ce que cette question de financement va poser des problèmes, comme le pense l'analyse par exemple Issa Ndiaye? Non, clairement que ça pose des problèmes. Lui, il pense que ce sont les États africains qui devraient prendre en charge cette force, qu'on ne devrait pas attendre les financements des pays étrangers. Oui, on est dans un scénario idéal. L'idéal serait que les pays, les États concernés en premier lieu, en premier chef, prennent eux-mêmes la responsabilité du financement de la force. Mais la réalité est telle que, moi j'entendais ce matin le président Issoufou qui évoque déjà la possibilité d'intégrer une composante de cette force du G5 Sahel au sein de la MINUSMA. Tout ça, ça indique quand même qu'il y a des réels problèmes de financement derrière la volonté de mettre en place cette force pour combattre les groupes armés qualifiés de djihadistes et aussi les différents trafics. Il y a la capacité très limitée de ces États-là. Le Niger, par exemple, est confronté à des défis énormes. Le Tchad également. Le Tchad, n'en parlons pas parce qu'il y a une sortie d'Idriss Déby, mais le Niger est confronté à des réels défis. Il y a à la frontière Niger-Nigeria, il y a la crise avec Boko Haram, il y a tous les défis liés à la sécurisation de sa frontière avec la Libye. Et donc ce troisième front qu'il a avec le Mali est un défi immense à relever pour le Niger. Dambélé, est-ce que vous pensez que les 270 milliards pourront être mobilisés? Oui, je pense que chacun va jouer son rôle. Et les pays, les États africains également vont respecter les États africains. Maintenant, il faut qu'on aille vers l'autofinancement, c'est-à-dire qu'on cesse d'être assisté. Et M. Cheikh Daniel disait la lutte contre la corruption, c'est quand même un très grand enjeu dans ces processus d'autonomisation financière. Mais j'aimerais bien qu'on sorte un peu de ces grands spécialistes de la sécurité et qu'on pose vraiment des vraies questions concernant comment on peut faire aujourd'hui dans cette lutte contre le terrorisme. C'est ça la vraie question. La vraie question, je pense que au-delà de l'aspect militaire, qui me paraît vraiment pas la vraie solution, et encore moins même pas une des solutions, sinon ça serait réglé depuis des années, je pense qu'aujourd'hui il faut trouver de l'emploi aux jeunes. Vous savez, le djihadiste aujourd'hui il a juste besoin de quelques sous pour aller tuer. Donc aujourd'hui je pense que la vraie question, si on veut sécuriser nos territoires, il faut d'abord une autosuffisance alimentaire, il faut la lutte contre le chômage, la lutte contre l'immigration, et aussi il faut changer notre système d'éducation en éducation avec le cadre de l'emploi. Les vrais enjeux sont aussi aller vers l'énergie renouvelable pour permettre de développer les régions, permettre à un Malien, à un Nigérien de naître dans son pays, d'étudier, de grandir, de trouver du travail et de ne pas être obligé d'accepter des missions pour aller se faire tuer ou d'accepter quelque chose ou quitter son pays. Vous savez, je termine là-dessus, juste 2 secondes. Il y a quand même au Mali le cabinet Carès qui dit qu'il y a 45 à 47% des jeunes Maliens 18-35 ans qui sont candidats à l'immigration. Vous ne pouvez pas gérer. On va donner la parole à Mme Traoré. Elle est la seule dame pour clore cette intervention. Mme Traoré, est-ce que vous pensez que les États africains pourront à eux seuls lutter contre le terrorisme quand on demande à ces États de financer à eux seuls cette force du G5 Sahel? Non, pas eux seuls, mais ils le peuvent avec leur peuple. Ils le peuvent avec nous tous. Si on s'y met, si on regarde dans la même direction. Est-ce que cette force pourra répondre aux attentes? Pardon? Cette force pourra-t-elle répondre aux attentes? G5 Sahel. Non, cette force seule ne pourra pas. Je vous dis qu'il faut qu'on change notre fusil. Il faut une approche plus globale et qui intègre la dimension économique et sociale. Merci beaucoup, Mme Traoré. Alors, merci, Mme Traoré. Ce soir, nous avons parlé du G5 Sahel. La force peut-elle répondre aux attentes? C'était le thème du grand dialogue. Nos invités, Serge Daniel, journaliste et écrivain, Clément Dambélé, politologue, Aminata Draman Traoré, écrivaine, et Ibrahim Maïga, chercheur à l'Institut d'études de sécurité. Je suis Mohamedou Touré. Le débat a été réalisé par Ibrahim Aran Diallo, à la mise en onde de Salim Djouara, régie vidéo Nouhoum Djiré. Nous nous retrouverons demain pour un prochain numéro. Merci. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.